Alors, on m'a demandé de faire une conférence inaugurale. Je regarde l'heure pour essayer de tenir le temps. Okay. Alors, c'est un peu un défi pour moi de prendre la parole en début de journée sur un thème aussi vaste que le vivre ensemble aujourd'hui, ou sur un thème aussi flou, ou sur un thème aussi galvaudé, je ne sais pas. Et d'autant plus un défi que je ne connais pas de manière précise la teneur des discussions et de tout le travail qui ont précédé la rencontre d'aujourd'hui. J'ai donc dû faire quelques choix pour cette introduction, dont j'espère qu'ils ne seront pas trop en décalage avec vos réflexions et l'avancement de vos travaux. Je vais partir de quelques considérations banales sur le vivre ensemble et proposer ensuite quelques éléments généraux sur des enjeux qui me paraissent intéressants à verser à la discussion collective, en m'efforçant au fil de mon propos de relier tout ça aux centres sociaux. Avant tout, pour me présenter rapidement, c'est écrit anthropologue citoyenne. Je suis effectivement anthropologue au CNRS et je travaille depuis pas mal d'années sur la citoyenneté et les questions d'engagement. Et ça fait quelques années que je travaille avec les centres sociaux, depuis l'Université fédérale de Sangatte en 2011, de fait, qui avait enclenché ce mouvement de recueil des indignations. J'ai accompagné aussi le travail sur le congrès de 2013 à Lyon. Et par ailleurs, je mène aussi actuellement des recherches avec les centres sociaux de l'agglomération tourangelle, tout en continuant à travailler avec la Fédération nationale. Et pour ne rien vous cacher, je suis aussi administratrice fédérale à titre de personne ressource, donc sans droit de vote, ce qui limite ma schizophrénie, à la Fédération régionale centre des centres sociaux. Donc j'ai une petite connaissance, en tout cas des centres sociaux d'Indre-et-Loire et de la région centre plus généralement, et j'ai quelques idées ou quelques regards sur certains des paradoxes de la mise en œuvre de l'objectif du développement du pouvoir d'agir dans les centres sociaux que j'observe très directement dans certains centres. Voilà, alors, je vais commencer par une série de banalités qui sont de banalités au sens de choses qu'on entend tout le temps, et dont on a déjà entendu certaines ce matin, qui sont des déplorations assez constantes et courantes dans les discours actuels sur le triste état du vivre ensemble, sur les menaces qui pèseraient sur celui-ci. Alors parmi ces déplorations ou ces craintes ou ces menaces, les gens ne veulent plus s'engager, ne s'intéressent pas à la politique, ils se soucient trop peu de l'intérêt général, ils sont égoïstes et individualistes. Et dans le même temps, certains ne le seraient pas assez, individualistes, ils seraient pris dans des logiques décrites comme communautaristes, ce terme étant toujours paré en France, j'y reviendrai, d'une aura négative et péjorative. On aurait donc une situation où il faudrait être des individus, ne pas s'inscrire dans des communautés, mais enfin pas trop tout de même. On retrouve là en fait certaines des tensions constitutives d'un modèle de citoyenneté issu entre autres de la Troisième République et de la manière dont on a cherché à l'époque à fabriquer des citoyens. Ça fabrique toujours des citoyens et les citoyens se fabriquent eux-mêmes. Une conception qui associe un fondement individuel à une finalité communautaire, collective, c'est derrière le terme de fraternité, c'est ça qui est sous-entendu. Et à l'époque, au moment de la Troisième République, c'était une conception qui permettait, dans le contexte d'alors, d'échapper à la fois aux contraintes qu'une conception traditionnelle de la communauté faisait peser sur l'émancipation individuelle, et en l'occurrence, à l'époque, c'était la conception traditionnelle portée par l'Église catholique qui était visée. Donc, à la fois d'échapper à ces contraintes qui pesaient sur l'émancipation individuelle, et d'échapper aussi à une conception strictement utilitariste, selon laquelle la poursuite rationnelle de l'intérêt personnel serait le seul moteur de la vie sociale. Donc c'était une tentative de trouver un équilibre entre une vision de l'individu et de la vie en société comme étant mue uniquement par les intérêts personnels et la recherche rationnelle de son intérêt propre, d'une part, et d'autre part, d'échapper aux contraintes qui pesaient sur les individus dans une certaine forme de communauté qui était à l'époque celle portée par les courants catholiques. Le citoyen devait donc être un individu capable de s'extraire, de se dégager des communautés traditionnelles, un individu émancipé, mais en même temps soucieux de la communauté sociale et pas un égoïste qui
guidé par son seul intérêt personnel. On verra tout à l'heure que cette tension et cette conception ont encore des conséquences aujourd'hui, mais je vais revenir tout d'abord sur certaines des déplorations que j'évoquais tout à l'heure. Les gens ne veulent plus s'engager. Ils sont individualistes. Alors c'est indéniable qu'un certain nombre de grandes institutions qui structuraient des collectifs sociaux, des syndicats, des partis politiques, se sont essoufflés. Et il est vrai aussi qu'aujourd'hui, les individus aspirent plus nettement ou plus explicitement qu'avant, sans doute, à être reconnus comme tels. Mais il ne faut pas oublier aussi les effets structurels d'un certain nombre de bouleversements qui sont intervenus, par exemple dans l'organisation du travail, qui est beaucoup plus solitaire, beaucoup plus fractionné. On travaille beaucoup moins en équipe, et ça joue aussi dans le fait qu'il y a moins d'espace où on est en collectif et en solidarité. Le temps de travail aussi a été complètement réorganisé, on va dire, et il est aussi, lui, beaucoup plus fractionné. La précarité économique. Ce que je veux souligner là, c'est que ces changements structurels profonds par rapport à la société du salariat de l'après-guerre a des effets extrêmement importants qui ne doivent pas être sous-estimés dans les transformations des comportements et des attitudes. Il ne faut pas oublier non plus, me semble-t-il, que la place croissante revendiquée par les individus peut aussi rimer avec leur émancipation, leur libération du carcan de solidarité imposé et souvent inégalitaire, notamment au sein de la famille pour les jeunes et pour les femmes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas confondre individuation, qui est la capacité à devenir un individu, à s'exprimer comme tel, à agir comme tel, à être reconnu comme tel, et individualisme. Être un individu est précieux et ne rime pas nécessairement avec égoïsme et indifférence. D'ailleurs, de nombreux travaux de sociologie ont souligné à quel point il n'y avait sans doute pas moins d'engagement aujourd'hui qu'hier, mais des engagements qui prennent d'autres formes que celles du modèle précédent du militantisme. Pour le dire rapidement, on serait passé de formes d'engagement assez sacrificielles, il faut bien le reconnaître, où on s'engageait tout entier et pour la vie dans une cause, souvent au détriment de sa vie familiale ou professionnelle, à des formes d'engagement plus souples, plus diverses, pour diverses causes en fonction des contextes et des moments. De plus, ces formes d'engagement contemporaines se font selon des formes dans lesquelles, là aussi, les individus revendiquent toute leur place et souhaitent être reconnus avec leurs particularités, avec leurs compétences, avec leur savoir spécifique. Donc les gens qui s'engagent aujourd'hui, ils ne s'engagent pas comme des porte-paroles anonymes d'une cause, mais ils s'engagent en tant que personnes, avec toute leur personnalité, leur savoir, leur parcours, leurs compétences, et c'est aussi ça qui motive à la fois leur engagement et les formes que prend cet engagement. Donc il me semble que l'image d'une société plus égoïste ou plus individualiste doit être questionnée. C'est peut-être pas aussi évident que ça. Certaines des anciennes solidarités dont on déplore la disparition peuvent être des formes de domination et d'inégalité pour certains et surtout pour certaines, les plus faibles et les plus dominées en général, dont il faut pouvoir s'émanciper. Et si les formes d'engagement ont évolué, elles sont toujours bien présentes. Je pense qu'il suffit de regarder autour de nous aujourd'hui pour se rendre compte qu'il y a toutes sortes de collectifs mobilisés sur toutes sortes de causes et plein de gens qui sont dans ces mouvements associatifs ou informels. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils sont moins visibles. Mais il y a néanmoins des formes d'engagement très réelles aujourd'hui et très multiples, notamment dans le monde associatif, même si elles n'ont plus la forme du modèle précédent d'un militantisme total et d'un engagement à vie. Quant à ceux qui sont perçus comme se mettant volontairement et délibérément à l'écart de la communauté des citoyens, en se repliant dans des formes de communautarisme, il se trouve, et ce n'est sans doute pas un hasard, que ce sont souvent aussi des fractions de la population marginalisées et minorisées. A-t-on jamais décrit comme communautaristes et menaçants pour le vivre ensemble les pratiques très poussées d'entre-soi et d'endogamie de la grande bourgeoisie? Pourquoi décrit-on comme ghetto des quartiers populaires et jamais les ghettos du Gotha, pour reprendre le terme de Monique Pinson-Charlot et de son époux, M. Pinson, qui ont travaillé sur ces quartiers riches qui sont des ghettos fermés. Personne ne rentre, et personne ne sort. Autrement dit, seul le communautarisme supposé de certains serait suspect, voire dangereux. Sinon, pourquoi
sauf à considérer que certaines formes de collectifs seraient moins légitimes que d'autres, déplorer à la fois l'effondrement des solidarités dans les quartiers et en disqualifier d'emblée d'autres. Pour aller vite, on pourrait voir là les traces d'un double mouvement, un héritage de la méfiance des premiers républicains vis-à-vis des corps intermédiaires, suppression des corporations par la loi Le Chapelier, corps intermédiaires qui ont historiquement été perçus comme des obstacles ou des écrans entre les citoyens individuels, individus et l'État. Et je pense que cet héritage-là, on le porte encore beaucoup et qu'il y a globalement quand même une méfiance qui demeure à l'égard de toute forme collective de vie ou d'organisation. Et puis un mouvement plus global, qui ne concerne pas uniquement le contexte français, qu'on pourrait qualifier de culturaliste, en ce sens qu'il tend à prétendre expliquer l'ensemble des processus sociaux et politiques par des références culturelles. Par exemple, la révolte des jeunes des quartiers populaires en 2005 ne serait pas liée aux perspectives d'avenir assez peu prometteuses qui leur sont offertes, ou à un sentiment partagé d'être exclu d'une société qui les méprise, pas plus que ce ne serait parce que les relations entre les habitants de ces quartiers et la police se sont considérablement dégradées au fil des années, mais parce qu'ils vivraient dans des familles polygames et porteuses de modèles culturels inadaptés, voire inadaptables. Et cette culturalisation, on le voit bien, elle ne joue pas que pour les quartiers populaires, elle joue aussi pour l'explication de tous les conflits qui se déroulent sur la planète Terre en ce moment. Tout est expliqué par la culture et pas par d'autres processus ou d'autres phénomènes. La culture, ou plus exactement d'ailleurs celle des autres, ou de ceux constitués comme tels, expliquerait donc tout, faisant là encore perdre de vue les formes d'inégalité économique et sociale qui s'accroissent dans nos sociétés et faisant perdre de vue le poids aussi de ce que Étienne Balibar décrit comme un communautarisme républicain, dans lequel, je cite, la lutte contre les communautarismes plus ou moins réels dont on perçoit la menace se transforme en construction d'une identité exclusive qui, pour se définir de manière abstraite et politique, n'en est pas moins utilisée très concrètement pour tracer des lignes de démarcation. Il me semble donc que ce que je souhaiterais faire là, c'est de vous inviter à ouvrir la boîte noire d'un ensemble de représentations et d'explications, afin à la fois de comprendre d'où elles viennent, quelle est l'histoire de ces représentations et de ces manières d'essayer de faire sens de la situation actuelle, de les inscrire dans des transformations systémiques et de porter un regard critique sur elles, sur ce que c'est un individu, l'individualisme, ce que c'est le collectif, ce que c'est les communautés, lesquelles, comment, pourquoi. Excusez-moi, parce que à mon âge la vie baisse. Quand j'écris trop petit, j'ai du mal à relire, surtout que j'ai mal écrit en plus. Et il me semble aussi que c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les identités des individus et des groupes sont devenues bien plus complexes et multiples qu'auparavant. Avant, on était mineur de Lorraine et on se définissait comme mineur, parce qu'effectivement, le fait d'être mineur structurait l'ensemble de notre vie. Le logement, le travail, les relations sociales, le quartier où on habitait, etc. Aujourd'hui, les identités qu'on a tous, chacun d'entre nous, sont bien plus multiples, bien plus complexes, elles peuvent cohabiter. Alors même, pourtant, on tend encore à attribuer des identités assez simples aux gens et à les définir uniquement par une partie de ce qu'ils sont. Et il me semble que prendre en compte cette multiplicité, cette diversité des identités dont nous sommes porteurs chacun d'entre nous, ça passe notamment par une attention aux mots et aux catégories qu'on utilise et aux effets qu'ils ont. Cela vaut de manière générale, mais il me semble que ça vaut notamment dans les centres sociaux. Aussi bien au moment de l'Université fédérale de Sangatte en 2011 que plus récemment dans un ensemble de réunions que j'ai eu l'occasion d'observer ou auxquelles j'ai pu participer, nombre de militants des centres sociaux ont souligné à quel point les termes qui étaient utilisés, du fait des publics cibles, des politiques publiques par exemple, mais de manière plus générale, constituaient souvent des formes d'euphémisme et des formes de dénomination qui ne permettaient pas de rendre compte de la complexité de la vie des gens. Les gens qui sont étiquetés comme allocataires du RMI, comme jeunes, voire comme mamans, ça c'est un de mes préférés. Les centres sociaux sont peuplés de mamans. Et apparemment, ces femmes ne sont rien d'autre que des mamans.
Et donc ces catégories et ces mots, non seulement ils réduisent les personnes à une place relativement passive dans des dispositifs techniques, mais ils ne traduisent pas la réalité et la complexité de leur vie quotidienne. Plus encore, ce qui peut apparaître comme une certaine neutralité, peut en faire en fait de réels instruments d'impuissance en masquant les causes structurelles de ces situations. Je reviendrai tout à l'heure où on pourra revenir dans la discussion sur d'autres termes qui peuvent aussi poser problème sous d'autres formes, comme bénévole par exemple, professionnel, plein d'autres termes qui induisent des représentations sur la position des gens et sur leurs compétences et leurs savoirs qui ne sont pas sans effet, notamment dans des situations de coproduction et de co-construction. Ce que je voulais souligner dans cette première partie, c'est la nécessité aussi de prendre un petit peu de distance critique avec un certain nombre de représentations assez prégnantes et de se défaire aussi d'une vision parfois trop nostalgique quant à ce qui aurait été une sorte d'âge d'or précédent. Avant, tout était bien, c'est classique, c'est un grand classique, on réécrit toujours l'histoire. C'est peut-être pas si mal aujourd'hui.